Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les différences qu'on retrouve entre les pratiquants intermédiaires et les pratiquants avancés. Donc, qu'est-ce qui vous manque, vous, de votre côté, pour passer au niveau supérieur, pour passer au stade de pratiquant avancé? Et là, je ne parle pas vraiment du physique en lui-même, je parle vraiment dans la manière de progresser dans le temps. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que font les pratiquants avancés que ne font pas les pratiquants intermédiaires dans leur pratique de la musculation. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif en ligne spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Donc si ça fait quelques années que tu t'entraînes, mais que depuis quelques mois ton reflet mémoire n'a pas changé, tu ne vois pas de réels résultats, tu peux toujours réserver ton appel gratuit avec moi, le lien est dans la description, et on va ensemble pour le mettre en place pour reprendre ta progression, te faire évoluer. J'ai accompagné plus de 40 personnes à atteindre leur objectif physique. Donc si toi aussi tu veux rejoindre la team, n'hésite pas. Donc, quelles sont les différences entre un pratiquant intermédiaire et un pratiquant avancé dans la musculation, le bodybuilding? Je vais prendre comme exemple mon cas personnel. Donc, certes, ça fait 6 ans que je m'entraîne. C'est pas énorme, mais ça fait quelques années que j'optimise absolument tout ce que je peux dans ma pratique, d'accord? Et que j'ai déjà transformé du coup des dizaines de personnes. Et quand je disais que le physique ne veut pas dire si vous êtes un pratiquant intermédiaire ou avancé, mais bien la manière dont vous vous entraînez, dont vous progressez, dont vous mangez, dont vous récupérez, etc. C'est parce que je vois des gens qui ont un très bon physique. Certes, on croirait que ce sont des pratiquants avancés, mais quand vous parlez avec eux, quand vous discutez avec eux, vous vous posez réellement des questions s'ils s'y connaissent dans le domaine. Parce que certes, forcément, il y a la génétique qui est derrière, mais au niveau de l'entraînement, de la nutrition, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et donc je ne pourrais pas qualifier ces personnes de pratiquants avancés. On ne peut pas juger quelqu'un uniquement en fonction de son physique, d'accord? Il faut regarder sa manière dont il réfléchit, dont il applique les choses, dont il pratique la musculation, entraînement, nutrition, etc. Donc voilà, là, je vais vous parler uniquement de la manière dont vous pouvez optimiser votre progression pour passer au niveau avancé. Et en aucun cas, je ne juge sur le physique quelqu'un qui est avancé ou intermédiaire. Ça, c'est clair. Ce sera surtout dans sa manière de pratiquer, encore une fois. Donc cette vidéo sera divisée en 4 parties, d'accord? On aura l'entraînement, la nutrition, la récupération et le tracking des variables et ajustements. On va commencer tout de suite par l'entraînement. Donc, dans l'entraînement, un pratiquant avancé va privilégier la qualité à la quantité. Quand je parle de la qualité, c'est la qualité des exécutions de ses séries, de ses répétitions, sa proximité à l'échec, d'accord? Donc savoir aller très proche de l'échec en faisant des répétitions propres, en gardant une technique d'exécution irréprochable, d'accord? Ça, c'est très compliqué à faire tout en recrutant le bon muscle. Ça, c'est très compliqué à faire et ce que les intermédiaires, malheureusement, ne font pas actuellement. Les intermédiaires, ils font beaucoup de volume, beaucoup de séries, ils vont à l'échec à chaque fois, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui peut, à terme, entraver votre progression et justement ralentir vos gains, voire vous faire stagner. Donc pensez toujours à la qualité de vos répétitions, votre proximité à l'échec, et là, vous reprendrez certainement votre progression. Ensuite, la sélection d'exercices structurés. Un avancé a une sélection d'exercices qui est cohérente, structurée. On ne retrouve pas de redondance entre les exercices. On retrouve des angles variés, des types de tensions variés. Donc les moments où la résistance est la plus importante dans un exercice, elle varie en fonction des exercices, de chaque muscle qu'il va travailler. Tout est structuré au millimètre, d'accord? Que ce soit le nombre d'exercices, de séries et les gammes de répétitions choisies en fonction des muscles répartis dans une même séance d'entraînement. Et dans un programme d'entraînement d'ailleurs. Ensuite, la gestion des RIR. Les intermédiaires, ils vont tout le temps à l'échec. Ils savent s'entraîner dur, il n'y a pas de souci avec ça. Ils vont à l'échec, mais arriver à un certain niveau, si vous voulez réellement progresser, continuer de progresser, de construire du muscle, il va falloir apprendre à gérer vos RIR, à vous arrêter à RIR 0, RIR 1, justement pour ne pas cramer de l'énergie dans le vide. Parce que si vous faites votre dernière répétition, vous êtes à l'échec, vous allez forcer comme un porc pour au final ne pas faire une répétition complète. Donc une répétition qui ne compte pas dans vos performances et ça va vous fatiguer énormément pour vos séries d'après, d'accord? Pas seulement la série qui suit sur le même exercice, mais pour toutes vos séries dans votre séance. Donc en fait, si vous voyez, donc en fait, si vous allez réellement à l'échec sur chacune de vos séries au début de votre training, en fait, vos séries effectives de la fin de votre training seront vraiment beaucoup moins productives, d'accord? Vous aurez beaucoup moins d'énergie. Donc, il est important de gérer ces RIR et de garder une répétition, 0 répétition en réserve, afin d'optimiser, encore une fois, les performances des séries qui suivent. Et d'optimiser la gestion de la fatigue également. Parce que, à savoir que si vous allez à l'échec, vous n'aurez pas de stimulation supplémentaire
par rapport à un RIR 0, ok? Mais par contre, vous allez générer beaucoup plus de fatigue. Donc là est intelligent de surtout s'arrêter à RIR 0, RIR 1 sur toutes ces séries pour optimiser non seulement votre récupération, mais donc votre progression et aller chercher les meilleures performances possibles sur chaque série de votre training. Ensuite, programmation unique. Donc vous vous en doutez, mais les pratiquants avancés ne copient pas les programmations qu'ils trouvent sur les réseaux, sur internet, ils ne font pas leur programmation avec ChatGPT, ils réfléchissent, d'accord? En fonction de leurs points forts, de leurs points faibles, leur capacité de récupération, la capacité de leur tolérance à gérer un certain volume, d'accord? En fonction de leur quotidien, de leur mode de vie actuel. Ils splittent leur entraînement, ils répartissent leur volume d'entraînement en fonction de leurs points forts, points faibles et de ce qu'ils peuvent récupérer à la semaine, d'accord? Pour pouvoir être le plus esthétique possible, si on parle de bodybuilding notamment. Il n'y a pas de copier-coller, c'est vraiment une programmation qui leur est propre, qui leur est unique et qui ne ressemble à aucune autre. Ensuite, dernier point, c'est l'application de la surcharge progressive. J'en parle assez comme ça, mais la surcharge progressive sur les répétitions, les charges, mais également la technique d'exécution, le tempo, l'amplitude, tout ça c'est quelque chose que les pratiquants avancés mettent en place, que les intermédiaires ne font pas forcément. Les intermédiaires, ils vont chercher à pousser toujours plus lourd, quitte à dégrader leur technique d'exécution, et au final, le stimulus appliqué à leurs muscles n'est pas forcément supérieur. Mais par contre, la génération de fatigue, elle est plus importante, ce qui fait que ça peut freiner leur progression dans le temps. Donc pensez bien, quand vous appliquez la surcharge progressive, c'est pas grave si vous gagnez pas une répétition ou si vous augmentez pas la charge à chaque séance sur toutes vos séries, c'est vraiment pas grave, tant que vous allez à l'échec, proche de l'échec, pardon, et que vous maintenez une technique d'exécution propre, vous ne compensez pas avec d'autres groupes musculaires, vous ne commencez pas à tricher, à utiliser du momentum, de l'inertie, des rebonds, etc. Vous allez progresser, d'accord? Cherchez pas à tout prix à battre votre record de la semaine dernière quand vous appliquez la surcharge progressive. C'est une très bonne mentalité, d'accord? Psychologiquement, c'est vraiment une très bonne mentalité pour vouloir progresser, mais ce n'est pas souvent la meilleure méthode. Donc pensez bien à ça, gardez une technique propre et allez à l'échec. Si vous ne surchargez pas à chaque séance, ce n'est pas grave. Et ça peut aussi être dû à d'autres facteurs, notamment votre récupération, votre sommeil, votre alimentation, qu'on verra un peu après. Ensuite, deuxième point, on va parler de la nutrition. Donc qu'est-ce que les pratiquants avancés mettent en place que les pratiquants intermédiaires ne font pas? La stratégie alimentaire. Donc ça, en fonction de la phase dans laquelle ils sont, prise de masse sèche, ils vont avoir une stratégie alimentaire différente. Notamment, par exemple, je pense aux personnes qui n'arrivent pas à beaucoup manger et qui sont en prise de masse, qui doivent manger beaucoup, notamment les hard gainers, qui peuvent facilement monter à 4000, 5000 calories. Là, il y aura des stratégies alimentaires qui vont consister à choisir des aliments qui sont très denses en calories, par exemple, pour que ça leur fasse le moins de volume possible et qu'ils aient quand même faim à chaque repas et pouvoir justement assumer le repas sans rester 2 heures derrière leur assiette. Pareil, s'ils sont en sèche et qu'ils doivent descendre très bas en calories, pour gérer la faim au mieux, ils vont augmenter le volume alimentaire et choisir des aliments qui sont peu denses en calories et qui vont permettre de leur remplir l'estomac et donc de gérer leur faim au mieux. Ça, c'est des stratégies. Pareil, en fonction de leur nombre de repas dans la journée, leur nombre de repas va être dicté en fonction de leur mode de vie, d'accord? De leur quotidien, de leur travail, et cetera. Ils vont pas faire forcément 6 repas par jour. Un avancé ne fait pas forcément 6 repas par jour. Il peut très bien en faire 2, il peut très bien en faire 3, 4, on s'en fiche de ça, d'accord? C'est vraiment en fonction de votre mode de vie, de votre quotidien, là où vous pourrez adhérer le mieux dans le temps. Encore une fois, l'adhésion, c'est la base. Choisissez une stratégie que vous pouvez tenir dans le temps et c'est là que vous aurez le plus de résultats. Ensuite, le choix des aliments, la qualité des aliments. Un pratiquant avancé sait très bien que la qualité des aliments joue énormément sur la composition corporelle et surtout la santé, d'accord? Certes, une calorie reste une calorie, mais des aliments bruts seront toujours plus riches en micronutriments que des aliments transformés. Et ça, pour votre santé, c'est non négligeable. Donc, quand vous faites votre diète, privilégiez vraiment des aliments bruts qui sont propres et gardez bien sûr un peu d'aliments transformés si ça vous est nécessaire pour tenir votre diète dans le temps, d'accord? Les aliments plaisir, aliments transformés, c'est pas à bannir, il faut juste être intelligent sur la gestion de tout ça et avoir la majorité de son alimentation qui est brute et un petit peu de plaisir à côté, d'accord? Tout ça, c'est une question de gestion, de raisonnabilité, donc voilà, faites attention à ça et choisissez bien vos aliments sur la structure de base de votre alimentation. Ensuite, je parle des bons réflexes. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un de normal, vous allez forcément avoir des déplacements, vous partir en vacances, voir des amis, sortir, etc. Les bons réflexes à avoir, que les pratiquants avancés mettent en place, c'est ce qu'ils vont choisir de manger quand ils seront en sortie, d'accord? Ils vont surtout focus
les protéines, ils vont faire attention à leur apport en micronutriments, donc en fruits, légumes, leur hydratation également, d'accord? Leur apport en eau, et ils vont pas forcément manger de la «merde», on va dire, entre guillemets, dès qu'ils vont sortir, d'accord? Et si jamais il faut un repas libre, un repas plaisir où il y a beaucoup de calories dedans, de lipides, de glucides, ils vont compenser en fait sur la journée même. Donc avant de faire ces repas libres, ils vont réduire leur apport en lipides, glucides sur les repas qui précèdent ce repas libre justement, pour pouvoir compenser au maximum et que ça ne ruine pas leur shape sur le lendemain, etc. Pour éviter le maximum de retombées négatives. En ce qui concerne la micronutrition et les électrolytes, les pratiquants avancés, quand ils font leur diète, d'accord, ou qu'ils traquent leurs calories, ils font attention de ne pas avoir de carence en micronutriments. Et c'est en lien après avec les compléments alimentaires, la micronutrition. Normalement, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires si vous faites bien les choses et que vous avez une diète calibrée de A à Z. D'accord? Mais ça, encore une fois, vous n'êtes pas des professionnels, donc je peux comprendre que vous ayez certaines carences en certains micronutriments et que les compléments alimentaires viennent vous aider derrière, il n'y a pas de souci avec ça. Même moi, je le fais, d'accord? Donc micronutrition avec le moins de carences possible, d'accord? Et électrolytes. L'hydratation est vraiment très importante, d'accord? Il faut que vous buviez environ la même chose tous les jours, d'accord? Pareil pour l'apport en sel, en sodium. Si vous voulez faire le moins de rétention d'eau possible, vous devez boire la même chose tous les jours et manger la même quantité de sel tous les jours. Et j'en viens aux compléments alimentaires. Les pratiquants avancés ne vont pas prendre tous les compléments alimentaires qu'ils voient sur les réseaux, à travers le marketing de leur influenceur préféré, etc. Parce que ceci, cela, machin. Ils vont choisir les compléments alimentaires intelligemment en fonction de leur carence en micronutriments. Et surtout, ils vont aussi surveiller leur prise de sang. D'accord? Par exemple, moi j'ai fait une prise de sang avant de commencer la préparation physique pour ma compétition. J'ai vu que j'avais un déficit en calcium. Très léger, mais j'avais comme un déficit en calcium. Donc j'ai commencé à me supplémenter en calcium. D'accord? Parce que j'en avais besoin. Et pourtant, je ne le savais pas. Et personne ne promouvoit l'apport de calcium sur les réseaux. Vous voyez? Donc voilà, important, faites une prise de sang, regardez là où vous avez des carences, ou alors traquez vos calories sur une application type chronomètre qui vous affiche vos apports en micronutriments, et supplémentez-vous uniquement avec ce que vous avez réellement besoin. Et justement, tout ça, c'est ce que j'ai mis en place avec mes élèves pour les faire passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé, notamment je pense à Guillaume, à Tom, à Nathan, à Paul. Donc si tu veux apprendre à mettre tout ça en place dans ton quotidien avec ton mode de vie actuel pour pouvoir passer justement au niveau supérieur, n'hésite pas à rejoindre la team. Ensuite, troisième étape, la récupération. Donc qu'est-ce que font encore une fois les pratiquants avancés que ne font pas les pratiquants intermédiaires, notamment vis-à-vis du sommeil? Vis-à-vis du sommeil, généralement les pratiquants intermédiaires, ils ont ce qu'il faut. Ils ont entre 7 et 9 heures de sommeil, ça y a pas de souci. Ce qui va jouer sur leur progression, c'est la qualité de sommeil. D'accord? Qualité, elle est limite plus importante que la quantité au niveau du sommeil, tout comme l'entraînement, d'accord? Parce que quelqu'un qui va prendre de la caféine ou du booster le soir, parce qu'il s'entraîne le soir par exemple à 18 h, 19 h, sa qualité de sommeil, même s'il va s'endormir facilement, qu'il a l'habitude, sa qualité de sommeil va être altérée, d'accord? Phase de sommeil profond, récupération, etc. Ça va être altéré négativement. Tout comme les personnes qui restent sur leur écran, sur leur téléphone, une demi-heure, une heure avant de réellement tout couper et s'endormir. Ça joue sur la qualité de sommeil. Si vous voulez optimiser votre qualité de sommeil, vous devez arrêter de prendre de la caféine 9 heures avant d'aller vous coucher, ça j'en parlerai juste après, et choisir une routine pré-sommeil qui soit, entre guillemets, «tranquille» pour votre cerveau, qui repose votre cerveau, qui arrête les stimulations, comme la lecture par exemple, la méditation, le yoga ou des trucs comme ça. Ensuite, la dépense quotidienne et le travail du cœur. Donc ça, on en parle très peu souvent. La dépense quotidienne, je parle surtout du nombre de pas, d'accord? Si vous vous entraînez juste en musculation et que vous faites aucune dépense à côté, vous êtes sédentaire, d'accord? Sachez-le. Donc, il faut garder une dépense à côté pour maintenir le travail du cœur, etc., la bonne santé cardiovasculaire. Et la littérature scientifique soutient qu'au-dessus de 4000 pas par jour, vous avez une grosse réduction de risque d'AVC, de diabète, etc. Donc, pensez à faire un nombre de pas décent dans la journée pour, encore une fois, travailler votre cœur, réduire ces risques de maladies qui sont pas très sympas, je pense. Également, ça augmente votre dépense, en fait, qui n'est pas fatigante du tout, et ça vous permet de manger plus. Vous mangez plus d'énergie, plus de performance en entraînement, plus de gains, ça va de soi. Ensuite, la gestion du stress. Donc ça, pareil, très peu de gens le font, mais quand vous avez un travail stressant, un quotidien qui est stressant, c'est important de le gérer, d'accord? D'avoir des moments calmes dans la journée, donc de lecture, de méditation, de sieste également. C'est vraiment très important pour baisser au maximum le cortisol, parce qu'on sait que, vous savez très bien que le cortisol, c'est l'ennemi du muscle, donc
gérer au maximum ce cortisol, ce stress pour pouvoir faire plus de gains. Et ça, les pratiquants avancés en sont conscients. Et dernier point, caféine et pré-workout. Alors, je vois beaucoup de pratiquants intermédiaires qui abusent de la caféine et des pré-workouts. Avant chaque séance, ça passe sur booster dans la Monster. C'est des trucs de fou, des taux de caféine de folie. Et en plus, ils s'entraînent le soir. Si vous continuez de prendre de la caféine du pré-workout tous les jours, psychologiquement, vous allez être habitué à ça. Et vous allez vous dire que si vous n'avez pas ça, vous allez faire une mauvaise séance. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'accord ? Essayez de privilégier la caféine, les pré-workouts uniquement quand vous êtes réellement fatigué, vous avez besoin d'un petit coup de boost pour performer au mieux pendant votre entraînement, mais ne prenez pas ça tous les jours au quotidien. Franchement, c'est pas quelque chose qui sera bénéfique pour vous sur le long terme. Et surtout, encore une fois, si c'est proche de votre heure de coucher, c'est encore moins bénéfique, c'est encore plus délétère pour votre progression, parce que ça va impacter la qualité de votre sommeil. Donc attention à ça. Je rappelle, caféine, on arrête 9 heures avant d'aller se coucher. Vous pouvez prendre des boosters sans caféine, hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais alors, la caféine, faites attention, si vous entraînez le soir surtout. Dernier point, le tracking des variables et les ajustements. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui va littéralement vous faire passer un cap. D'accord ? Vous devez traquer. Donc là, je vous ai mis les variables vraiment les basiques à traquer pour passer au niveau supérieur. D'accord ? Traquez vos performances à la salle de sport. Comme ça, vous savez ce que vous avez fait la séance d'avant, et donc vous savez ce que vous devez faire à l'heure actuelle. Votre séance actuelle, vous avez un mini-objectif par série, un mini-record à battre, et psychologiquement, ça va vous motiver à vous dépasser, et donc à progresser. Et au moins, vous ne travaillez pas dans le vide, vous savez ce que vous devez faire à chaque séance. Et vous avez également un historique que vous pouvez interpréter en fonction des décisions à prendre chaque semaine. D'accord ? Que ce soit au niveau de l'élévation des calories si vous êtes en prise de masse, au niveau de la mise en place d'une deload pour gérer la fatigue, mieux récupérer, etc. La composition corporelle. Vous devez surveiller votre composition corporelle, que ce soit prise de masse sèche, d'accord ? Parce que le poids ne sera pas toujours le meilleur indicateur. D'ailleurs, ce n'est jamais le meilleur indicateur, le poids. Ce sera surtout votre composition corporelle. Donc prenez des photos type bilan toutes les semaines, comparez-les et regardez si vous progressez réellement ou non, si vous avez réellement besoin de faire des ajustements ou non. Comme j'ai déjà dit récemment, si vous êtes en sèche et que le poids arrive à stagner pendant 1 ou 2 semaines, mais que votre composition corporelle s'améliore, pas besoin d'ajuster les calories, vous êtes sur la bonne voie, donc maintenez ça. Traquer le poids, bon, ça voilà, c'est basique, vous savez, c'est quand même important de traquer son poids pour voir où est-ce que vous en êtes, surtout pour faire des avant-après. Si jamais vous voulez faire des vrais avant-après, vous devez prendre votre avant-après avec le même poids, d'accord ? Et sur une année à l'autre, vous allez voir qu'au même poids, vous allez avoir une meilleure shape, meilleure composition corporelle, vous allez être plus musclé, et c'est ça un vrai avant-après que vous pouvez comparer, et c'est là que le poids, justement, devient une réelle donnée intéressante. Sommeil. Traquez votre sommeil avec une montre connectée, ça peut être très bien, même si c'est très approximatif en termes de données. Vous pouvez avoir une estimation claire et logique sur la qualité de votre sommeil et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Et ensuite, dernier point, le final, c'est les ajustements réfléchis. D'accord ? Les ajustements, vous devez mettre en corrélation justement toutes ces variables-là que vous avez traquées, plus d'autres encore que je n'ai pas citées ici, mais ce serait trop long sinon. C'est justement en mettant en corrélation toutes ces données que vous avez traquées que les pratiquants avancés font des ajustements qui sont intelligents, qui leur est propre afin de continuer de progresser dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, à vous montrer aussi qu'est-ce qui vous manque pour potentiellement passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Donc tout ça justement, c'est ce que j'apprends et ce que je mets en place avec mes clients, avec mes élèves, pour leur faire reprendre leur progression et justement les faire devenir autonomes par la suite pour pouvoir gérer eux-mêmes leur progression au bout de 6 mois. Donc si tu veux en apprendre plus, apprendre à mettre tout ça en place en fonction de ton mode de vie, ton quotidien, que ce soit adapté à toi, tu peux toujours réserver ton appel gratuit en cliquant sur la description et on voit ensemble ce qui bloque dans ta situation, ce qu'on pourrait mettre en place, ce qu'on doit améliorer pour te faire passer au niveau supérieur. Allez, ciao les gars, à la prochaine.